Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printus. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots ou même Entre Srab. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin. Mais je suis Martin. Voyons. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Monsieur. monsieur. Monsieur Tiffé, je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles, et je suis ton pote. Charles, comment ça Ça va super bien. Ah oui, d'accord, ok. Notamment. Il y a une prise de pouvoir qui est très nette. Avec Ce qu'on entend, Ce sont des glaçons. ce sont des glaçons car en effet tu dégustes un excellent breuvage, Un excellent pastis. un excellent pastis. Ça fait bien plaisir. On rappelle que nous sommes tous les deux nés à modération. Lille. Nous sommes tous les deux nés à Lille, que l'un d'entre nous a vécu dans le sud, c'est-à-dire Carvin. À cet effet, on salue Philippe Kemel. Ça fait longtemps, Fifi. Ça fait longtemps, Philippe. Philippe, tu manques. Ouais. Comme on dit. Comme Je manque vous. Philippe, ça dit quoi Koubé, dans Déjà. un premier temps, mais est-ce que également on pourrait dire que ça feurt? Ouais, je pense aussi. Donc voilà, Philippe Kemel, cet épisode est dédié à ta mémoire. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Entre Potes. J'ai compris que tu allais bien. Tu ne me retournes pas la question, mais je vais également bien. Dis-moi, as-tu un esprit de J'ai l'escalier? un petit esprit de l'escalier Ah. qui se rapporte une fois de plus à l'épisode sur le cinéma. Puisqu'il m'est revenu Ok. deux films. Il y en a un sur lequel je ne vais pas m'apesantir plus que ça, parce qu'il est très connu et c'est un film culte pour toute ma génération, qui est La Tour Montparnasse Infernale, pardon. Ouais. En fait, mon esprit de l'escalier intervient sur deux films dont je me suis rendu compte que je les connaissais par cœur à un moment donné, où j'étais capable de réciter les dialogues. Donc il y a eu La Tour Montparnasse Infernale, mais celui-là je le mets de côté. Il y a Wayne's World. Connais-tu ce film? Bien sûr. Ouais, qui a En été français. Je le connais en français. tout à fait. Méga teuf. Ouais, non, mais en français, il fait partie de ces petites pépites de doublage français où effectivement on considère que. Alors je crois qu'il a été traduit par Chabat. Ah ouais. Ouais, traduction, je crois. Hein, un petit trivia à vérifier, amis auditoris. Mais en tout cas, la traduction est très cool. Et voilà. Et le deuxième film que je voulais citer, c'est Les Acteurs, un film qui s'appelle Les Acteurs de Bertrand Blier. Qui est un peu un ovni puisque le pitch est assez conceptuel. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Les Acteurs de Bertrand Blier, c'est un film dans lequel il y a toute une myriade de bons / de très bons / d'excellents acteurs français dont chacun joue son propre rôle. Michel Blanc joue Michel Blanc. Non, d'ailleurs en plus j'ai pris le pire exemple puisque Michel Blanc ne joue pas Michel Blanc. Michel Blanc joue Josiane Balasco. Mais ça c'est un petit gag à l'intérieur du film. C'est un ovni complet, mais par contre c'est comment dire, c'est une merveille d'écriture et de drôlerie. Alors il faut accrocher. Si grosso modo, si au premier quart d'heure vous n'êtes pas complètement hypé, n'allez pas plus loin parce que c'est de pire en pire. Mais si par contre vous accrochez au premier quart d'heure, vous allez passer le meilleur moment de votre vie. C'est gagné. Ah bah écoute, ça me chauffe. Ouais, connais pas. c'était même un film, je vais te dire, qui était tellement bien écrit qu'avec mon père, on l'avait exporté en audio sur mini-disque. Tout se recoupe. Et on l'écoutait dans la bagnole. En fait, on écoutait le film. Ouais, mais ça se comprend complètement. Ouais, voilà. C'était mes petits esprits de l'escalier. Est-ce que ça t'a éveillé un film à conseiller, tiens, par hasard? Oui, j'en ai un. C'est sur un film de Patrice Lecomte Ok. qui s'appelle Ridicule. Patrice Lecomte, Les Visiteurs, tout ça, hein tout ça. Non, c'est pas Patrice Lecomte, c'est pas Les Visiteurs. Patrice Lecomte, c'est. Es-tu sûr? Eh ben écoute, on va regarder. Es-tu sûr, mon con? Filmographie, nanana. Les Bronzés, par contre. Ah, pardon, je le confondais avec un autre nanar. Avec un autre nanar, Les Bronzés. Alors, qui a réalisé Les Visiteurs? Et en fait, c'est un film historique avec Charles Berling, Farniardan et Jean Rochefort, D'accord. qui est une pépite d'écriture. Attends, ça également. s'appelle comment? Ridicule. Ridicule. C'est sur un marquis qui, à la cour de Louis XVI, vient demander des financements Oui.
pour des travaux pour son vieux bled qui est plein de marais D'accord. et qui doit jouer le jeu de la cour. Et donc il apprend à travers l'enseignement d'un vieux briscard joué par Jean Rochefort comment devenir influent dans la cour par ses bons mots et sa filouterie D'accord. et pour obtenir une audience auprès du roi. Mais alors, du coup, c'est un film comique, mais un film en costume quand même. Ah oui, c'est un film. Alors c'est un film historique, comédie dramatique, mais c'est assez drôle. D'accord, Et surtout, ok. c'est plein de punchlines parce qu'en fait, ce sont des placements d'ego en s'envoyant des saillies les uns par les autres. Et t'as la montée et la disgrâce de personnages à l'occasion d'un repas. Parce qu'il y en a un qui envoie une punchline et l'autre répond pas de manière pertinente et c'est terminé. D'accord. Il tombe en disgrâce. En fait, c'est des réalisateurs, parce que du coup, je fact-checker les visiteurs. Donc, c'est Jean-Marie Poiret. Ouais, pour, Jean-Marie les Poiret, c'est ça. Mais Jean-Marie Poiret, Patrice Lecomte, je pourrais citer aussi Claude Zidi, qui était le réalisateur de la série Les Charlots, notamment, à ne pas confondre avec évidemment Charlie Chaplin. Mais c'est des réalisateurs qui ont une filmographie un peu potache maintenant, mais qui en fait étaient des vrais auteurs. Parce que les gags, ils ont quand même créé une espèce de genre, / de sous-genre, de comédie qui punch un petit peu, ou qui a des gags peut-être un peu grossiers, mais il fallait les inventer. Et, bon, réhabilitation aujourd'hui de nos auteurs Puis attention, hein, oubliés. Enfin, oubliés non, justement, mais de nos auteurs... Puis attention, hein, Ridicule, c'est d'un autre standing que Les Bronzés. Hein. C'est vraiment cool comme film. Franchement, je le recours, c'est vraiment cool. Mais Okay. j'en avais pas parlé dans mon épisode. Je pense pas. Eh ben écoute, donc voilà. Moi qui les ai enregistrés et montés, je ne m'en souviens pas, donc je pense avoir raison, hélas. Et donc Ridicule. Et genre, si vous voulez juste un extrait, regardez l'extrait des Bourrimés. D'accord. Voilà. Et où c'est une bataille de poésie qui est assez stylée. Ok. Et ben voilà, ça commence par des recos. Bah, que demande le peuple? Alors, Charlie Charlot. Oui. On teste, j'allais dire on inaugure. Non, on n'inaugure pas parce que ça n'a pas forcément vocation à perdurer. Quoique, si ce format est intéressant, peut-être qu'on le fera revenir. Déjà, on pourrait faire le symétrique aussi. Déjà. Ouais, tout à fait. Par pur parallélisme intellectuel. On va inaugurer un format nouveau. On est un peu dans le laboratoire du podcast là. Moi, la façon dont égoïstement j'entrevois cet épisode, c'est aussi peut-être un laboratoire d'une saison 2 qui pourrait prendre parfois des aspects un peu différents. On va examiner un sujet dont tu sans dire que tu es un spécialiste, un sujet que tu connais, que tu connais bien. Quand même, ouais. Et un sujet que je ne connais pas bien, que je maîtrise mal, mais par contre qui m'intéresse beaucoup. Et au final, ça va être un ping-pong, enfin un jeu de questions-réponses sur des... Alors, je vais faire l'intervieweur, le questionneur. D'accord, ok. Et toi, tu vas jouer le rôle, je ne vais pas dire d'expert, mais de connaisseur là-dessus. Okay. On a pris un thème qui nous a paru évident, qui est celui du jeu vidéo. C'est ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, la lecture des mini-disques nous a fait nous rendre compte que... tu étais déjà toi. J'étais déjà en perte de vitesse. Ouais, tout à fait. Je me désintéressais de ce domaine-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement me réintéresse, sauf que je me suis aperçu que entre 2007 et 2024, il se trouve que et tu sais je crois que le mini-disque c'est pendant notre terminale, c'est donc en 2004. Ah oui, pardon, ouais, 2004. Ouais, je me désintéressais déjà en 2004. 2004-2024, ça fait exactement 20 ans. Voilà. Donc j'ai abandonné le domaine pendant 20 ans et il me semblerait qu'il y ait eu une petite évolution. Une légère évolution. Si peu, mais si. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais déjà un retard de console puisque tu possédais la PlayStation numéro 2. Ouais, qui était sortie depuis 1 an ou 2 maximum. Et je possédais la PlayStation numéro 1. Et surtout, qui était mon dernier cheval, du coup. Mon dernier véhicule. Ouais. Et à ce moment-là, on jouait encore au même titre, etc. Toi, tu allais plus loin sur des titres comme Final Fantasy qui se développaient uniquement sur PlayStation 2. Typiquement, tu avais déjà, tu avais déjà en 2000, je pense que c'est à partir de 2003 ou 2002, tu avais déjà loupé FF10 sur PS2. Oui. Et donc, en fait, est-ce que c'est se tromper de dire que la fin de ta période jeu vidéo, c'est FF9
sur PlayStation 1. C'est pas se tromper. C'est à peu près ce moment-là. C'est ça. non C'est ça. C'est ton dernier gros titre et gros. En fait, je vais même aller plus loin. Ma carrière de de gamer. ma carrière de gamer, c'est fini d'une façon un peu étonnante. C'est que j'ai fini par récupérer une PlayStation 1 pucée qui possédait une puce qui permettait de lire et des jeux étrangers et des jeux gravés. Et comme je possédais à ce moment-là le fleuron de la technologie, c'est-à-dire un graveur de CD, je me suis mis à télécharger donc des ISO. Ne le faites pas chez vous, c'est extrêmement risqué. Puisque je possédais les titres originaux, évidemment. C'est comme ça. Mais grosso modo, j'ai gravé absolument l'intégralité de la collection de jeux de PlayStation 1. Et j'ai joué à tout et n'importe quoi. Je mettais un jeu, je jouais pendant 20 minutes à Klonoa Beach Volley, puis je passais. J'ai eu une espèce d'overdose. Ouais, j'ai fait une espèce d'overdose de baroud d'honneur, comme ça. Et finalement, j'ai un peu tout vu. J'ai fait le tour de la console, j'ai fini le jeu. Et j'ai fini le PlayStation Game, PlayStation 1 Game. Et après, Blackout. Et là, j'ai complètement arrêté. Donc, ma première question va porter sur l'environnement console. Ouais. Quand j'étais joueur, je possédais la PlayStation 1, j'ai eu la Sega Saturn. On s'excuse auprès des auditeurs, d'auditrices qui n'apprécieraient pas cet épisode parce que la thématique est un peu pointue. Ouais, ce ne sera pas toujours comme ça. J'ai possédé donc PlayStation 1, Sega Saturn. Et donc, dans l'environnement que je connaissais, il y avait Sony, il y avait Nintendo qui, à ce moment-là, devait en être encore à la. Peut-être que la Wii était sortie, je ne sais plus, je crois pas. Elle était dans les bacs. Ouais. Je crois que Nintendo développait plutôt du portable. Ils étaient sur la Nintendo DS. On était sur du DS, la N64, elle était sortie quand même. Oui, N64, pardon. Depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. Ouais. Mais... Et donc j'ai eu la Dreamcast aussi. Ah oui, Dreamcast, ouais. Et dernier baroud d'honneur de Sega. Ouais. Et il y a Microsoft qui entrait dans la danse avec les premières Xbox. Et d'ailleurs, les jeux vidéo que j'avais bien aimés sur Dreamcast avait tendance à basculer chez Microsoft. Je pense à Jet Set Radio, je pense à Crazy Taxi, je crois que c'était ça. Donc oui, voilà, la Wii c'est 2006, donc tu étais déjà à l'époque où toi tu as arrêté, tu n'y étais pas encore. Non, j'y étais pas. Donc voilà, les acteurs émergents, c'était... émergents non, les acteurs du marché, c'était Sega, Nintendo, Sony et Microsoft arrivés. Ouais, avec Microsoft, la première Xbox avec Halo, notamment. Et était là en 2001. Ouais, c'est ça. Voilà. En Europe en 2002, pardon. Donc voilà, je l'ai connu sans pour autant avoir joué. Je pense jamais avoir joué parce que moi je m'en écartais à peu près à ce moment-là, donc j'avais presque plus de copains qui jouaient eux-mêmes aux jeux vidéo. Oui. Donc voilà, est-ce que déjà, comment est-ce que tu peux m'expliquer comment les marques se sont développées? Est-ce qu'il y en a qui ont disparu? Est-ce que Sega existe toujours, typiquement? Alors en gros, petite anecdote, j'ai vu un manga qui est tout à fait moyen, mais qui s'appelle Mon oncle. C'est un oncle qui disparaît dans un monde imaginaire pendant 20 ans et qui revient. Et qui était un fan absolu de Sega et qui revient dans notre époque actuelle et qui comprend pas comment Sega a disparu du game. Ouais. Donc Sega a disparu et est maintenant uniquement éditeur de jeux. Alors ce qui est marrant, c'est que ok, précision importante, est éditeur de jeux. Ouais. Donc il y a toujours des licences. Ouais. Les Sonic continuent de sortir. Exactement, Sonic. Mais Sonic est en perte de vitesse aussi. Alors, je vais dire ça, je vais me faire conspuer. Mais oui. En tout cas, Sega a perdu la bataille. Et alors ce qui est là typiquement, je pêche un peu d'expliquer dans les faits pourquoi Sega a perdu la bataille. Il y a clairement eu un shift. La Dreamcast a été un échec commercial, je pense. C'est ça. La Saturn déjà partait très mal. Ouais, c'est vrai. Moi de mémoire, en fait, j'ai revendu ma Saturn pour acheter une PlayStation parce que je pensais avoir fait une bonne. Ce qui en fait techniquement d'ailleurs c'est révélé vrai. C'est-à-dire que en achetant la Saturn, j'ai acheté un moteur graphique qui était plus intéressant que PlayStation 1 à l'époque, visiblement, qui aurait permis de développement de jeux plus intéressants, mais grosso modo, il y a eu la perte d'une bataille marketing qui fait que Sega avait déjà perdu la guerre à ce moment-là, a essayé de se sauver avec la Dreamcast, qui pourtant, pareil, a été reconnue comme une très bonne console arcade, mais baston, course, etc. Mais peut-être justement trop exclusive à ce moment-là. Ouais, et peut-être que le problème de Sega, alors il y avait quand même des jeux un peu sérieux comme Shenmue, mais le problème de Sega, c'est d'être resté encore un petit peu dans la catégorie jeu vidéo. Le jeu vidéo est un jouet. D'accord. Tu vois, avec cet aspect arcade un peu. Ouais. Et a commencé à louper le fait qu'il fallait basculer sur le jeu vidéo
qui évoluait avec les joueurs que nous étions des années 80. Ok. Donc des jeux pour ados qui grandissent, des jeux pour jeunes adultes, des sujets d'accessibilité, et tu pouvais pas juste faire du jeu de baston, du jeu d'arcade, du jeu de voiture un peu arcade, et il y a beaucoup à dire, hein. Alors là-dessus, je vais botter un tout petit peu en touche pour expliquer quelles ont été les raisons de la fin de Sega. Ouais. Peut-être possiblement, souvent c'est le cas aussi des difficultés d'édition des jeux. Ouais. Peut-être Dreamcast, peut-être qu'il y avait ça c'est souvent le cas dans un support. Les développeurs qui avaient du mal Oui, tout à fait, à faire des jeux, à développer des jeux, des moteurs sur une plateforme, ce qui fait que typiquement PlayStation 1 en tout cas a bien démarré. Typiquement la PS2 au début a un démarrage un peu difficile parce que certains jeux ont mis du temps à arriver. Pareil. Ah oui, d'accord. Ouais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, c'est un peu dur. Et l'arrivée de Xbox sur le marché a foutu un peu le bazar. Et puis on est dans une époque, donc là entre 2005 et 2010, où il faut commencer à connecter ta console. Ah oui, Dreamcast effectivement avait des jeux en ligne. Ouais. Ce qui était le. Ah, il y avait Fantasy Star Online. Donc il y avait quand même des choses qui marchaient. Hein. C'est une bonne question. Pourquoi... Alors moi, de ce que la façon dont je me souviens de l'environnement à ce moment-là, c'est aussi que c'était très segmenté dans le sens où chaque console avait ses licences, son univers, éventuellement ses particularités, mais ça intervient pas dans ce que je vais dire, et que grosso modo, à partir du moment où une console avait une licence phare, typiquement Final Fantasy, la licence Final Fantasy qui est passée de Nintendo à l'époque de Super Nintendo à Sony, faisait que c'était un argument fort de l'achat de la console à partir du moment où tu voulais être fidèle à une licence. Tu vois ce que je veux dire ? Et que du coup, est-ce que Sega n'aurait pas à ce moment-là possédé trop peu de licences un peu emblématiques, quoi ? Alors c'est marrant, je tombe sur un article des Échos. Donc Économie. Ouais, des Échos, un article d'économie qui date de 2001. Sega officialise son retrait du marché des jeux depuis un certain temps déjà. Il vient d'annoncer officiellement l'arrêt de la production de sa dernière console, la Dreamcast, pour se spécialiser uniquement dans l'édition de jeux. Depuis un certain temps déjà, la décision du groupe japonais était à l'étude. Incapable de résister à l'ascension de la PlayStation 2, lancée en novembre dernier par son rival Sony, l'ancienne star du jeu vidéo a préféré jeter l'éponge. Nous allons arrêter la production de la Dreamcast à la fin mars. Voilà. Alors j'ai une question qui va nous faire un petit bond dans le temps, mais j'en reviens à ce que je te disais tout de suite. Là, c'était très segmenté, les licences avaient leur console ou leur éditeur, etc. Alors je me trompe peut-être, hein. Je vais peut-être dire des bêtises parce que je vois ça de très très loin, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une beaucoup plus grande porosité entre supports pour des licences. Typiquement un Mario. Enfin, Mario, c'est peut-être pas le bon. C'est le mauvais exemple. Ouais. Mais un jeu pourrait sortir sur plusieurs consoles en même temps. Alors ça n'existe absolument pas. C'est vrai, tu as raison qu'on avait nos jeux sur nos consoles. Ah bah oui, mais c'est même un argument, c'est ce que je te disais, un argument de arguments vente de marketing. console. Mais déjà, elles se disputaient les éditeurs entre eux. Oui. Donc maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Il reste des exclus qui, notamment principalement chez Nintendo, non ? Alors Nintendo à garder ses licences. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont internalisé l'intégralité des droits des licences. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le reste des jeux. Mais Nintendo a gardé ses Mario, toute la gamme Mario, a gardé Zelda, Animal Crossing, évidemment, enfin a gardé plein de licences qui lui sont phares, et sur lesquelles elles mettent toujours le paquet dans l'édition et la production, quoi. Alors chez qui est parti Sonic ? Ah non, mais alors Sonic... Il n'y a pas eu de transfert comme ça, comme un joueur de foot Non, mais il est signé chez Nintendo. Sonic est un jeu Sega et les Sonic sortent sur PC, sur PlayStation. D'accord. On a un Donc là, déjà, l'environnement que je connaissais a explosé. Exactement, ouais. Et il y a chaque console a un peu ses... PC c'était un peu différent parce que les Final Fantasy à l'époque sortaient aussi sur PC. Ça commençait, mais les portages étaient souvent après. Et il y a encore eu quelques années avant d'avoir une porosité absolue entre les consoles et les PC. Et maintenant, ce qu'on voit jusqu'au point où on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jeu cross-platform, notamment quand tu joues à des jeux avec des fonctionnalités en ligne, tu peux jouer sur ta console, une Xbox, c'est normal, mais même une PS, avec des gens qui sont en train de jouer en PC. Ah oui, non mais alors, en fait, ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais un des marqueurs de ça, un des trucs qui m'a le plus choc-barre, c'est quand je me suis aperçu, quand j'ai voulu un peu me remettre à jour et donc télécharger des jeux sur mon PC portable. Grosso modo, je suis allé
Je suis allé chez Cash Converter, j'aurais dit je cherche une manette de PC. Ils m'ont dit comment ça une manette de PC. J'aurais dit une manette pour jouer sur mon PC. Ils me disent vous prenez ce que vous voulez. En fait, donc là j'arrivais, j'étais un peu le visiteur du passé. ouais. Quoi. Je dis, comment ça? Il me dit toutes les manettes sont Bluetooth et puis en fait vous vous adaptez, vous prenez la manette qui vous plaît le plus et puis vous pouvez jouer avec. Je dis, comment ça? Attendez, toutes les manettes des consoles sont connectables sur PC. Alors là déjà moi, ouais j'ai eu un. Ouais, effectivement, ouais. Mais ça, pour moi qui viens du passé, c'est absolument impensable. Encore en 2000, avant 2010, j'ai envie de dire, il te fallait une petite appli que tu trouvais sur le net en 2 minutes, genre PS Controller ou machin, pour jouer avec ta manette de PS3 sur ton PC. Ah oui, mais qui était déjà Bluetooth. Parce que moi, j'en suis encore aux manettes qu'on mettait sur la console. Là, alors, de toute façon, depuis, ça fait 15 ans maintenant que en fait, c'est de l'USB. Donc elle se connecte en USB. Même les filaires sont en USB. Ouais, même les. En fait, ça c'est des normes ou c'est un choix? Non, c'est des choix de. Et tous les éditeurs, Sony, Nintendo. Non, Nintendo, non. Nintendo, voilà. la Wii était encore. La Wii et la PS2, c'était pas encore le cas. Mais à partir de la PS3, c'était des connectiques USB. D'accord. Et donc, je pense aussi que parce que le port USB est un port pratique et peu cher. Il y a aussi le fait que les manettes ont embarqué de plus en plus de choses. La batterie, avant les manettes, il n'y avait pas d'alimentation. Enfin, moi, j'en suis resté au filaire. Donc, ouais, voilà. On est en manette sans fil depuis la PS3. Elle est arrivée en quelle année, la PS3 PS3 2000, je dirais, j'étais en deuxième année de prépa, 2005 ou 2006. Ok. Et donc, allumage de la... Tu l'as eu, toi, la PS3? Ouais, je l'ai eu la PS3 a eu un démarrage difficile et était une console qui était assez sous-optimisée. Les premiers jeux de PS3 étaient laborieux. Oui. Et je n'ai eu la PS3 qu'en 2009. La console qui a fait décoller Sony de manière terminale, c'est la PS2. On l'a vu, c'est celle qui a permis d'enterrer Dreamcast. Ouais. C'est elle qui a installé le fait de jouer à la console. C'était le mot PlayStation. Il existait déjà en PlayStation 1, mais pour un grand-parent, le petit va jouer sur la PlayStation. Avant, c'était il va la jouer Game Boy. Avant, c'était la Game Boy. Et ben là, c'est la PlayStation. Tu vois. Ou la Nintendo. La Nintendo. Et effectivement, c'est la PS2 qui a... Sur la Dreamcast, j'avais connu. Sur la manette de Dreamcast, il y avait une espèce de petit boîtier qu'on pouvait enlever. Qui était la carte mémoire, en fait. Alors, qui était la carte mémoire, mais sur lesquels... Il y avait un écran digital. Ouais. Tu pouvais jouer. Il y avait des paraît-il, moi je pense que j'ai jamais réussi. Il y avait Soul Calibur, tu étais censé pouvoir entraîner ton perso sur la petite carte mémoire portable. Je crois que j'ai jamais réussi à configurer ça comme il fallait. C'était un peu la promesse, mais voilà. Ouais, c'était un peu naze. Est-ce que ce genre de petits gadgets, petits gadgets ou petits laboratoires un peu du jeu vidéo a existé Alors c'est une bonne question. En fait, il y a eu 2 écoles et je crois que c'est Nintendo qui a compris, à la différence de Sega, parce que quand il y a eu l'explosion et de la PlayStation et quand même de la Xbox, notamment grâce à quelques exclus, quand même, un jeu comme Halo, Halo, qui est un jeu de tir qui a eu son importance, Nintendo devait garder sa part. Alors il l'a fait en gardant bien ses licences et en produisant toujours des jeux de licence de qualité. Les Zelda, il y a un peu de débat sur la qualité tous les Zelda se valent pas, mais c'est toujours des bons jeux de leur époque et de leur génération. Ouais. Ils l'ont fait aussi, eux, en se positionnant sur la console familiale et la console avec des concepts. D'accord. Donc on a eu... là oui, ça restait une console avec une manette, machin, mais bon, 4 ports de manette natifs, machin. Et après, tu as eu évidemment la GameCube, voilà. Et après, tu as évidemment la Wii, avec ses Wiimotes. Et avec le fait d'avoir le fond de commerce de la Wii, c'était au début tous les trucs où tu joues devant ton salon comme ça. Oui, mais déjà la GameCube, j'y pensais plus. C'est une console un peu importante dans le paysage. Écoute, c'est juste une console qui a permis à Nintendo de rester sur la gamme entre la PS2 et la PS3 en proposant des jeux toujours avec un bon niveau de qualité, des Mario de qualité, des Zelda de qualité. Je crois que c'est Twilight Princess qui a sur... et Wind Waker aussi qui ont été deux Zelda qui étaient très bons. Ah oui, je l'ai vu en speedrun. J'ai remarqué, si je me trompe pas, que la Nintendo Switch aujourd'hui est un concept que
je trouve, je crois savoir, assez novateur, qui fait que tu as à la fois une console portable et une console de salon. Est-ce que, parce que sur le plan des consoles portables, je crois que Nintendo a quand même toujours été plutôt le king. La PSP a dû fonctionner un petit peu. Ah putain, il y avait une Sega qui était portable que j'ai eu. La Game Gear. C'était Game Gear. Ouais. Mais c'est vieux là. Je l'ai eu. Temps de batterie à peu près. 45 minutes. Ouais, c'était 1h30, 2h, quoi, pas plus. Est-ce que aujourd'hui, dans le monde de la console portable, est-ce que Nintendo est toujours le leader ou est-ce qu'il y a eu des tentatives, des réussites Alors, depuis la PSP que tu as évoqué. Ouais. PlayStation, du coup. La PlayStation. Pas trop, mais pourquoi aussi Les jeux mobiles, peut-être. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé sur le marché à partir de 2010 Des téléphones mobiles. Et le téléphone mobile a raflé tout ce qui est jeu moyennement sérieux. Mais voilà, mais c'était sûr C'était sûr. C'était sûr. Non, ça c'est un même Petite référence geek, c'est un évidemment. même vidéoludique en plus. Est-ce que, ouais, bah, bien sûr. Est-ce que c'est pas le moment de le mobiliser? sortir. Donc non. Autre chose, le PC s'est aussi beaucoup développé et du coup, tu commençais à avoir des PC portables qui sont aussi. Ouais. Donc en gros, si tu veux jouer en étant en mobilité, pas chez toi, tu commençais à avoir rapidement plusieurs options. Soit tu voulais jouer à des petits jeux et de plus en plus la puissance des téléphones se développait. Ouais. Et tu peux jouer à des jeux qui commencent à être assez sérieux, mais pas trop gourmands à l'époque par rapport aux standards actuels. Et tu peux faire ça sur ton mobile. Donc tu peux faire, il y a même des jeux de tir, des jeux machin, mais qui sont des jeux moindres que les jeux consoles à l'heure actuelle. Mais par exemple, tu as bien vu qu'on pouvait refaire maintenant sans sourciller FF7 sur n'importe quel téléphone mobile. Bien sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné. Alors, c'était peut-être fait sciemment de la part des éditeurs, mais c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me remettre un peu aux jeux vidéo. C'est qu'ils ont sorti. Il y a eu une vague de sorties de jeux des années 2000 sur mobile qui, moi, m'ont fait. Je vais pas dire replonger parce qu'on n'est pas. Mais oui, ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Bah, en fait, d'un certain point de vue, tu as replongé parce que tu n'y joues pas ou très peu, mais tu les as achetés. Oui, donc je veux dire que sa PlayStation s'en fout que le CA est là. Hein, Tout à fait. Donc, et donc après, si tu veux être en mobilité et jouer à des jeux un peu costauds, du vrai jeu vidéo, tu peux jouer sur ton ordinateur portable qui est un peu encombrant, c'est pas quand même à la part d'un truc, mais si tu veux jouer à un jeu vraiment solide, ben, tu joues avec ton ordinateur portable que tu installes rapidement et comme toi tu as pu le voir. Ou typiquement là, ils ont voulu, il y a du remote play qui se fait un peu, mais ça marche moyennement bien. En tout cas, c'est pas une référence. Le remote play, c'est le fait d'allumer ta console à distance, mais de jouer sur un autre device. Oui, d'accord. En gros, je joue bien. sur mon téléphone, mais c'est c'est chez moi ma PlayStation qui tourne. Malin, ça. Ouais, mais Qui c'est qui fait ça? Je pense qu'ils le font tous. La PlayStation le fait. Tous. Steam le fait. Steam le premier. Ah non, pas sur les téléphones. Bien sûr que si. Alors là, bien sûr que si. De où que tu sois, si tu laisses ton Steam Deck ou ton ordinateur allumé, tu allumes ton ordinateur, tu ouvres Steam, tu lances Steam, tu joues à n'importe quel jeu. Pardon. Oui, tout à fait. Oui, t'as Après, le remote. attention, le problème étant les lags et ce qui fait que en fait, en fonction de la stabilité de ton réseau, pour avoir une bonne expérience, il faut que tu aies un maxi réseau là où tu es et un maxi réseau à la maison. Alors voilà. Donc j'en viens à mon histoire personnelle qui fait que j'ai voulu me remettre dans de bonnes conditions à des jeux. Enfin, j'ai voulu rattraper un petit peu le retard. Voilà. Je me suis donc acheté le Steam Deck, qui est la console portable a priori une des plus performantes que tu connais pas trop. Ouais, non, pas trop. Ouais. Faut que je te fasse une démo. Mais quand j'ai découvert Steam, j'ai découvert un univers qui, pour moi à l'époque, était inimaginable. Était l'apanage de sites obscurs tels que jeuxvideoenligne.fr, videogamesonline.com, parce que j'ai pas d'autres exemples, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais grosso modo, qui permettaient des petits jeux flash sur ton PC. Alors, faut savoir que je dis ça par
précaution, j'ai jamais été un joueur de jeux vidéo PC. Moi, et d'ailleurs, j'ai jamais compris comment on pouvait jouer avec un clavier. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Don't feed the troll. Mais en tout cas, la notion de jeu vidéo sur des plateformes indépendantes, avec plein de guillemets, parce que je sais pas qui est Steam, j'imagine que ce sont pas que des philanthropes. Ouais, c'est ça, bien sûr que non. Ouais. Mais qui en tout cas permettent à des petits éditeurs de se développer, si j'ai bien compris. Je me parle sous ton contrôle quand même. Et ben ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau par rapport à l'environnement que j'ai connu. T'as loupé ça, qui est pour moi le virage le plus important. Et je viens de penser qu'en fait, c'est un virage qui va de pair avec même le virage professionnel. C'est-à-dire qu'avant, on vendait des produits dans le monde pro. Avant, on vendait des produits, maintenant, on vend des services. Et donc, beaucoup de choses, que ce soit dans des logiciels de même métier, tu n'achètes plus du code. D'accord. Alors, il y a encore des notions de licence. Ouais. Mais même maintenant, tu achètes des droits d'accès au service. D'accord, ok. Tu vois, il y a beaucoup ça maintenant. C'est le virage aussi qui a été fait par Microsoft Outlook. Bien sûr. Avec, donc, grosso modo, le clouding. Ouais, et donc, l'industrie du jeu vidéo n'a pas échappé. Et d'ailleurs, elle ne sait pas qu'elle n'y a pas échappé. C'est qu'elle a été entraînée avec ça. Et déjà, la base principale, c'est la distribution du jeu. Jusqu'à la PS2, et même la PS2 était équipée d'un boîtier à l'arrière sur lequel tu pouvais brancher un truc pour connecter ta console à Internet. Mais jusque-là, Internet, il y avait Internet le PC, c'est pour ça qu'il y avait les jeux PC, les jeux de stratégie PC, les jeux de tir PC, Counter-Strike, machin. Et puis il y avait les fameuses LAN. Et il y avait les consoles. Alors, est-ce que le CD ou le DVD, enfin ou peu importe, la galette, a toujours été le support du jeu vidéo console salon? Enfin, sauf Nintendo qui avait ses cassettes. Oui, bah oui. Mais aujourd'hui, PS5, tu peux encore acheter des CD. Tu peux encore acheter des CD. D'ailleurs, bon, on va y revenir. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à partir de la PS3 et de le Xbox aussi à faire ça? Et en fait, c'est des moments, c'est des parallèles. Hein. Le PlayStation, comme l'App Store, t'avais le PlayStation Store. À partir de quand ça? Xbox Live, non, pas Xbox, si c'est PlayStation Store. Non, mais mais je te dis, pour Xbox, tu avais le Xbox Live. Oui, d'accord. Pour PlayStation, tu as le PlayStation Network. Ça a émergé quand, ça? Je veux pas trop dire de conneries, mais je pense que c'est dès 2007 et surtout explosion en 2010. Et c'est en même temps le développement de Steam. Donc, Steam, c'est aussi vieux que ça? Ah oui, Steam. Mais alors Steam, c'est parce que quand je suis arrivé sur Steam, j'ai eu l'impression que j'étais sur une plateforme qui était une parmi d'autres. Non, Steam, c'est vraiment un leader. C'est un leader. Il y a Epic Games, il y a Epic qui a lancé. Steam a été même en monopole quasiment de la distribution numérique. Mais Epic, c'est un éditeur. Epic, c'est un éditeur qui a aussi lancé sa plateforme de distribution. D'accord. Et qui a même réussi, justement, dans la guerre, à avoir à certains moments des petites exclus. C'est-à-dire que certains jeux PC, tu ne pouvait les acheter que en allant sur Epic Games, en créant ton compte Epic Games et en achetant dans le catalogue Epic Games Store. Mais en tout cas, tout ça, ça revient aux mêmes choses, c'est que tu as un compte. La notion de compte chez quelqu'un, tu as un compte PlayStation, tu as un compte Xbox Live, tu as un compte Steam. Et avec ce compte, tu peux avoir accès à des jeux que tu télécharges sur ta console. Oui. Et la distribution n'est plus obligatoire. Tu n'es plus obligé d'acheter ton jeu en physique pour avoir un CD que tu mets dans ta console. Tu télécharges l'intégralité du jeu sur ta console et tu y joues. J'ai une question à ce stade. Ouais. Est-ce que c'est une possibilité qui m'est donnée de soit acheter le CD, soit l'acheter sur le store? Alors, précise ta question. Est-ce que je souhaite avoir le jeu en physique? Non, je souhaite jouer à blablabla. Ouais. Est-ce que j'ai deux solutions qui s'offrent à moi? Soit je sors de chez moi et je vais au Micromania du coin et j'achète blablabla en disque. Soit je reste dans mon canapé et j'achète blablabla sur le store. Est-ce que le prix sera le même? Alors, c'est là que ça devient intéressant. J'ai vraiment l'impression d'être... Non, le prix sera pas le même. Et c'est ça qui a commencé à... C'est ça qui a commencé à développer d'autres canaux de distribution et surtout d'autres éditeurs. Parce que dans un prix de vente final, alors après, on n'était pas à l'époque des jeux qui valaient... Qui sera le plus cher? Le magasin ou le store? Le magasin. D'accord. Mais alors maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils ont remonté le prix du store pour arrêter de concurrencer le physique mais pendant longtemps, un jeu, il était à 60 balles en physique et à 50 balles
en dématérialisé. Ok. Ou à 65 balles en physique et à 55 balles en dématérialisé. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour le coup, c'était un vrai vecteur de coût incompressible qui était le fait qu'il faut sortir un DVD ou même un Blu-ray, l'imprimer, le distribuer physiquement Oui, tout à fait, ouais, dans ouais. les Micromania, mais aussi dans les Auchan, dans les Ouais, Leclerc. ouais. Et ça, c'était dans la chaîne logistique, c'était un vecteur de coût incroyable. Et donc, ça permettait aussi, ça rendait pas possible le fait de distribuer des jeux à 15 balles ou à 20 balles. Parce que si tu as déjà 12 € de coût de distribution que tu répercutes sur le distributeur, tu investis pas dans des choses comme ça. Et le fait d'avoir des jeux dématérialisés, ça a permis que des éditeurs se détachent complètement de la contrainte de distribution logistique. Et ils peuvent tout mettre dans le développement d'un jeu Au prix qui leur paraît adéquat. Allez, de 18 € le jeu, Ok. 20 balles. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le marché gris? Ah, je sais pas, Ok. je connais pas ce terme. Ouais. J'ai une question. Vas-y. En 2007, Ouais. j'allais acheter un jeu Auchan, la Fnac. Il me plaisait moyen. Au bout de 2 mois, je décide de le revendre. Je vais à mon Micromania de secteur, Ouais. mon Micromania de garde, Ouais. si on est un dimanche. Ouais. Je le revends 65% de sa valeur et Ouais. je peux m'acheter un autre jeu. Exactement, ouais. Est-ce que aujourd'hui, si j'achète un jeu en démat, je peux avoir la même notion de revente? Et non. Est-ce que ouais, voilà. C'est pour ça qu'on finit, et moi je finis par maintenant me forcer. Il faut savoir que la dématérialisation, ça a apporté un truc. Et en Alors plus, déjà, est-ce qu'à l'époque, je Ouais. convoque le toit de 2007, tu revends- Iceman, Ouais. Est-ce que je revendais des jeux? est-ce que tu revendais des Oui, jeux? bien sûr. Et puis, il faut pas oublier que tout ça va de pair aussi avec on était encore étudiants, on Oui, avait oui, des oui, moyens non, mais bien limités, et donc on achetait un jeu. Il y avait aussi ce côté-là. On achetait 1 ou 2 jeux, Oui. on y jouait, Oui, Quand- pour quand- rentabiliser. ouais, ouais. on rentabilisait notre investissement et notre temps. Et quand on ne voulait plus, on le vendait au magasin. Alors si on avait trop attendu, on le vendait 20 balles alors qu'on l'avait acheté 60. Et puis, mais au moins, ça nous permettait d'amortir l'achat du jeu d'après. Évidemment, ce qui s'est passé avec les plateformes, c'est que non, c'est ça Ça a un peu asphyxié le marché de l'occasion. ça a un peu asphyxié le marché de l'occasion. Ce qui fait que les stock games, Les dog games. les dog games, voilà. Rue de la Clé à Lille. Ouais, mais sont dead. Il reste plus que Micromania qui se. Excuse-moi. Ouais. Les man sont dead. Les mecs, genre telle la meuf, ils sont dead. Yes, les man sont dead. Yes, les man sont dead. Parce que. Alors, Micromania survit. Micromania a survécu Oui, ça c'est impressionnant. en essayant de. Et je sais pas comment ils s'en sortent à l'heure actuelle. Il y a un Micromania. J'allais dire mythique, mais rien n'est mythique dans un Micromania. Mais un Micromania qui était juste à l'angle de la Fontaine des Innocents à Châtelet, qui a toujours été là depuis que je suis à Paris, qui a fermé l'année dernière. Oui, il y a 2 ans. Ah bon, Ouais. d'accord. Le Micromania d'Euralille se maintient. Ah ouais. On les salue. Mais alors, ils ont encore il y a encore un marché de l'occasion sur le. Oui. Sur Le Micromania de Caen se maintient. Je pense Alors, que ils ont eu de la chance que le marché du jeu vidéo explose encore plus. Il y a toujours plus de joueurs. Il y a quasiment autant de figurines pop que de jeux vidéo. Exactement. Cela dit. Et autre chose, typiquement, la PS5, tu pouvais l'acheter en 2 modèles. Tu pouvais l'acheter pour 400 balles, ce qui est quand même pas très cher. Non, Par tout à rapport fait, au marché pour la de- technologie. Ouais. 400 balles sans lecteur CD. Donc, Pardon. tu pouvais, Tu pouvais pour avoir que des il y a jeux. 2 versions de la PS5. Ouais. Une version sans lecteur qui coûte 500 balles. Donc un PC en fait. Et- Mais en fait, ils te vendaient un PC là. Quand ils te vendaient, non, ils te vendaient même pas un PC parce que tu choisis pas l'OS que tu as dessus, tu choisis pas le matériel non, dessus. mais tu peux d'accord, pas mais ils te faire- vendaient un moteur graphique, quoi, une machine. Une machine qui peut pour télécharger des jeux. Et sinon, il y avait une version avec CD, lecteur CD qui coûte 500 1400 balles. €. Ah oui. Donc 100 € de plus Ouais. pour avoir une console La pour mettre des possibilité de jeux. vendre. Et moi, j'ai évidemment pris la version avec lecteur parce que. Et moi, j'en suis revenu. Et comme tu l'as pu le voir toi-même, et c'est là où je suis assez content, c'est que tu as redécouvert le jeu vidéo par Steam très récemment. Oui. Tu as eu cette phase de boulimie. Ah oui. De- Oui, tout à fait. Ouais. J'ai mon compte, Oui. j'ai des promos qui pop. Ah, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. La notion de promo, La elle promo- est promo complètement sur- nouvelle. Oui, mais sur contenu. Non, parce que tu avais. Non, mais sur du contenu que tu pines. Oui. Et je ne te parle pas sur du contenu que tu mets en fave.
effectivement, on t'alerte sur des promos qui parfois sont extrêmement intéressantes. Ouais. Mais effectivement, Mais ça joue t'as vite énormément fait sur de un dépenses. FOMO, quoi. Fear of missing out, c'est les gens qui connaissent pas ce terme, c'est en fait on te dit attention, ce produit il est dans une solde, il a un prix dérisoire, ne pas l'acheter maintenant, ce serait un gâchis, quoi. Exactement. Ne pas l'acheter maintenant, c'est sur perdre de Steam, l'argent. sur Steam, il y a la notion du prix le plus bas jamais constaté. Ouais, ah ouais. Ça, c'est quand même un bon Mais tu sais hameçonning. il a été prouvé que les prix officiels des jeux réaugmentent juste avant les soldes de Steam. C'est-à-dire qu'en gros, un jeu il est vendu en permanence. Un jeu qui a un an ou deux, il est vendu à permanence à 40 €, alors qu'à la base il était à 70-60 €. Et d'un coup, ils le remettent à 60 € avant de le baisser à moins 50%, soit 30 €. Donc c'est aussi des filous, quoi. Mais oui, je pense que moi je l'ai été nombre d'anciens joueurs qui ont connu le jeu un par un, on leur a offert à la fois que ça correspondait avec notre montée, on devenait adulte, on devenait travailleur, on gagnait nos moyens et on gagnait plus d'argent et on a pu le dépenser dans ces trucs-là. Ça par contre, moi j'étais déjà out of. Oui, je sais. Mais toi, tu as quand même eu là le fait de découvrir une plateforme avec des moyens et tu t'es mis à acheter des jeux alors que. Ouais, mais après, je dépasserai jamais le 20 €. Le 20 € pour moi, c'est un peu le seuil. Mais moi aussi, oui. Mais. 20 € pour quand je me remets en 2007, 20 € pour un jeu, c'est pas si cher. Sachant que tu me connais suffisamment pour savoir que je n'ai jamais, à de très rares exceptions près, je n'ai jamais acheté de jeu neuf. J'ai toujours été sur de l'occasion. Même pour les FF quand ils sortaient. Toujours. Alors le FF7 a été un cadeau de Noël. Alors moi je suis rentré dans Final Fantasy, mais là c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Je suis rentré dans Final Fantasy grâce à un cadeau de Noël qui a été conseillé à un vendeur Fnac à mon père qui disait je cherche un cadeau pour un gamin de tel âge. Voilà. Et j'ai allumé la console avec FF7 dedans. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et honnêtement, par rapport aux jeux auxquels je jouais, qui étaient principalement du foot, avant ça, j'avais l'impression de mettre les pieds dans un univers mais compliqué au possible. Et c'est un miracle que j'ai persévéré et que j'ai compris le jeu. Tu sais qu'entre parenthèses, c'est chez toi que j'ai découvert FF7. Ouais. Non, c'est chez toi. Dans le lot. Non, c'est pas dans le lot. Dans le lot, on avait déjà joué. On avait déjà. En fait, il y a eu chez toi et après dans le lot. D'accord. Chez toi, je me souviens très bien. Moi, j'étais aussi encore en utilisateur du jeu vidéo en tant que plutôt joué. Je ramenais un jeu qui s'appelait Time Commando, qui était nul, qui était un jeu d'action un peu pourri sur PS1. On avait joué à ça. Goof Troop. Big up à Goof Troop sur Super Nintendo. Goof Troop était bien mieux que Time Commando. Hein. Ouais. Et là. Première fois que vous l'aurez entendu, sinon entre potes. Et là, je me souviens très bien de la scène. On était en haut, dans le plus haut possible de ta maison. Dans le tu jouais, tu avais une on avait enchaîné un petit Bloody Roar. Tu sais Bloody Roar, ça c'était cool, un jeu de baston assez cool. Ouais. Et on avait enchaîné ça effectivement avec FF7. Et alors et le pire dans tout ça, c'est que tu devais prendre une douche, tu devais machin et tout. Tu lances FF7. Hélas. On est désolé. Trigger warning pour les gens de Micromania qui nous écoutent. Prendre une douche, donc il s'agit de se mettre sous l'eau et d'utiliser des détergents. Des détergents prévus pour le corps humain. On reprend. Tu es parti sous la douche. Oui. Et tu m'as laissé avec FF7 dans les mains. Ouais. Sur la mini télé, tu avais une espèce de toute petite télé là. Oui, je me souviens. Ouais, c'était un moniteur de je sais pas quoi. C'était un moniteur de caméraman. Ouais. Et là, j'ai eu la même chose. La révélation. J'ai été bluffé. Je m'attendais pas du tout à ça. Un égrégore. Mais ouais, tu m'as. Un égrégore avec toi-même. Et donc j'ai dit mais en fait ça peut être ça aussi un jeu vidéo. Ouais. Et moi ça a été. Je me souvenais pas de ça. Enfin, je me souviens très bien de cette journée. Mais je ne me souvenais pas que tu avais eu un égrégore. Et alors, c'était juste avant que je parte en plus. Je devais partir dans 1 heure ou 2. Et là, j'ai dit, what the fucking fuck. Le meilleur moment pour prendre une douche, a priori. Mais dis-toi qu'à partir de là, je n'ai eu qu'une obsession. Le week-end d'après, j'ai traîné ma mère à Lens pour acheter FF7. Et par contre, ça a changé mon rapport au jeu vidéo. Le jeu vidéo. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais moi aussi. Et après, on a eu ces fameuses vacances dans le Lot où quand je suis arrivé, c'était genre 6 mois plus tard. Et j'ai fait, on a parlé de FF7 tout le séjour. Nos vacances. Sans y jouer.
Sans y jouer. sans y jouer. Ouais, on n'avait pas le droit. Ouais, ça, c'est On clair. n'avait pas le droit, tout à fait. Ok, bon, là, Bon, on est on a parti dans digressé, tous les on a sens. digressé. Hein. Non, mais ce qui permet d'expliquer aussi notre rapport à FF7, qui est un rapport Ah oui. charnel. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais Mais par contre, ça a transformé de moi un enfant qui joue avec des jouets vidéo ah oui, non, mais moi aussi, à tout à fait. un ado qui a une passion Non, pour mais le tout jeu à fait. vidéo. Parce que moi, je l'ai à Noël de l'année X. Toi, tu le découvres au mois de mars-avril de l'année X. Ouais. Mais toi et moi, oui, on a eu cette révélation, quoi. Enfin, c'est vraiment. sérieux, il y a une histoire, tu Ouais. progresses, tu dois avoir de la stratégie, tu dois avoir de la préparation, tu dois. Ouais, non, mais c'est complètement fou. Mhm. Alors, justement, sur la série des Final Fantasy, puisqu'on Ouais. y est, et puis il faut absolument qu'on en parle. La dernière fois qu'on s'est vu, et j'ai des témoignages audio qui permettent de vérifier ce que je vais dire. J'étais resté scotché à ma PlayStation 1 quand toi, tu étais déjà À la PS2. parti dans la PS2. Donc, tu as par exemple joué à un jeu qui s'appelle Final Fantasy X, sur lequel je n'ai jamais mis un orteil. Je l'ai acheté sur Steam Maintenant- puisqu'il était en promo. Puisque maintenant, on était encore dans l'époque des exclus PlayStation, hein, alors que. Ah oui, tout à fait. Et- Ah, parce que maintenant Final Fantasy est cross-plateforme. il est sur Xbox aussi, ouais. Ah bon Ouais. Ah, bah, Ah, attends, je- est-ce que je dis une bêtise? Vas-y. Bon, en tout cas, il est sur Steam, ce Ouais, qui est ah, déjà ouais. un point important. Je l'ai acheté puisqu'il est passé en promo sous mes yeux. Donc, Charles vous l'a dit, je suis un Yankee. Donc, forcément, j'ai mis le grappin dessus. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait que, et ça c'est une tendance qui est un peu pénible, depuis 10 ans, on te fait des remakes, Oui. on te ressort les jeux que tu as joués C'est ado, la dernière tournée des Rolling Stones. Ouais. ouais. et maintenant on vise les trentenaires et même les quadras. Je suis la cible, Mm. pas Quadra. Ouais. Je vous rassure, Ouais, auditeur mais- auditrice. C'est ça, et des early quadras ou des trentenaires, Ouais, en, les leur ressortant, early 2000, quoi. en leur ressortant les jeux qu'ils ont fait ado, mais avec la puissance de maintenant. Et tu sais quoi, le pire, c'est que le jeu n'est pas forcément mieux. C'est ça, c'est qu'en fait, on base tout sur le fait qu'on a fait des bons technologiques, mais le cœur du jeu est pas forcément mieux. Moi, j'ai trouvé que FF7 Remake était... Je pense que FF7 d'origine est un jeu plus intéressant que FF7 Remake. FF7 Remake, T'es capable de mettre toute la nostalgie de côté en disant ça ou pas? Ouais, je pense. Mais après, c'est compliqué parce que il y a peut-être des choix de game design qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il y a tellement de choses éculées qui font Du calme, les noms Ouais. d'oiseaux. qui font la banalité des jeux vidéo depuis 10 ans. En fait, c'est peut-être ça que tu as loupé, c'est qu'en fait, on a eu une gamme next-gen en PS3. Ouais. Et depuis ce moment-là, on a eu des jeux qui ont mis le paquet sur les moteurs graphiques. Il y a aussi des gameplays un peu d'open world qui sont sortis, type Assassin's Creed. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Si, bien cette sûr, gamme de oui, jeux, oui. qui ont été des marqueurs. Hein, il n'y a pas de problème à l'époque. Et en fait, en termes de nouveautés dans le gameplay, on n'évolue plus trop depuis ce moment-là. Et le jeu vidéo est devenu une industrie très de spectacle, avec quand même des investissements forts pour. Il y a des éditeurs indépendants qui peuvent faire des jeux. Et à côté de ça, tu as les monstres qui sont de plus en plus monstrueux d'ailleurs, par John Venture. On rappelle que Activision et Blizzard ont fusionné, mais étaient à un moment et sont même rachetés par Microsoft. Enfin, donc en gros, c'est too big to fail, quoi. Et en fait, on ne trouve de l'audace et de l'intérêt dans les jeux vidéo maintenant que chez très très peu de studios ou chez des éditeurs indépendants. Ok. Et Squaresoft a souffert de ça. Et typiquement, le tout dernier Final Fantasy Rebirth, là, le remake 2, la suite du remake. Celui que j'ai pas, du coup. Ouais. Ouais. Donc, il peut y avoir des moments, je te montrerai un test du coup, il y a des moments très intéressants de revivre certaines scènes qu'on a vécues, mais sinon, il est rempli de contenu, d'open world, de quêtes secondaires dont on nous fourre le postérieur depuis maintenant 15 ans dans les jeux, c'est-à-dire des quêtes FedEx, des choses comme ça, va parler à lui et récupère, va dans la zone là, récupère 3 fleurs de machin, puis ramène-lui. En gros, c'était intéressant il y a 10-15 ans de faire ça et maintenant on n'en peut plus, quoi.
Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Quel synchro. Et du coup, Alors, et à côté ouais, de vas-y. ça, quand c'est pas ça, on te ressort un jeu auquel tu as joué. Maintenant, on considère même que des jeux PS3 c'est du rétro gaming et on te ressort le remake PS5 d'un jeu PS3. Donc en gros, c'est une industrie qui commence à tourner en rond. Voilà. J'ai 2 questions à poser, je vais te les poser successivement, Ouais. d'accord, qui vont nous permettre d'aller tout doucement vers la fin de cet Ouais, épisode. la fin, ouais. La première question, c'est qu'est-ce que tu peux me dire des licences absolument banger pour des générations qui ne sont pas les nôtres, des générations celles qui nous suivent, à savoir, tu as parlé d'Assassin's Creed, je voulais te parler de GTA, je voulais te parler de Fortnite, ce genre de banger. Ok. Tu parles de 2 choses différentes. On a des licences. Alors, tu trouves que toi, tu ne fais pas partie de la génération GTA, c'est juste parce que tu as arrêté de jouer à 18 ans. D'accord. À 18 ans, on était déjà sur GTA 3 et GTA San Andreas qui a été le propulseur absolu de la série GTA et de Rockstar en tant qu'éditeur. Rockstar a conservé, alors moi j'ai jamais été grand fan de leur jeu, mais je le reconnais qu'ils ont conservé leur signature. Eux, ils sont restés constants dans le fait de sortir des jeux de qualité. GTA 4 a été un carton absolu, GTA 5 a été un carton absolu. Ils ont sorti aussi une licence dans le Far West qui s'appelle Red Dead Redemption. Oui, tout à fait, Et j'en Red ai Dead entendu Redemption parler, 2 ouais. qui a été un carton absolu. Moi, j'aime pas ce jeu, mais ça ne concerne que moi. Je dois reconnaître que c'est un bon éditeur qui fait des bons jeux et qui maintient son niveau de qualité. Tu m'as parlé d'autre chose. Assassin's Creed, là pour moi on est chez Ubisoft qui a eu une épiphanie, à l'époque de la next gen et qui depuis nous ressort la même soupe en permanence. C'est le même jeu mais skin pirate. Alors celui qui se passe dans les pirates a l'intérêt d'avoir proposé un gameplay aussi marin qui changeait un peu. Mais sinon t'as époque médiévale, époque viking, époque machin, époque pharaon. Tu joues toujours au même jeu, c'est toujours la même chose. Moi je comprends pas les gens de notre âge vraiment qui jouent encore à ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en fait c'est des jeux auxquels on a joué il y a 10 ans. Il nous faut des nouvelles choses en fait. Et heureusement il y a encore certains studios qui le font. D'accord. Et après, tu abordes un autre sujet qui était celui que je voulais aborder, qui est le jeu en ligne, le jeu conçu pour être en ligne. D'accord. Il y a eu plusieurs modes. Il y a eu le MMO. Ouais. Donc on en revient à ce qu'on WoW, s'est dit. Ouais. le banger absolu du MMO, qui a... PC ça. Oui, absolument, PC. Et il y a eu quelques MMO sur console, dont notamment, mais toujours un peu. Est-ce qu'on peut distinguer comme les joueurs PC des joueurs console ou c'est une même famille de mecs avec une hygiène qui serait pas folle quoi. Alors bon, je rentrerai pas dans ce débat nul, mais par contre sur le MMO ça a quand même été pendant longtemps principalement du PC, tu as raison. Et est arrivé un autre style qui a pulvérisé le MMO dans le jeu en ligne, c'est avec des formats plus courts, mais en fait tu joues tout autant, c'est juste que tu enchaînes. C'est ce qu'on appelle de manière très étendue les MOBA, les Multiplayer Online Battle Arena, dans lequel tu as eu League of Legends. Ouais. Il y avait, je sais, hein, LOL. Il y avait Dota avant, et Dota est le précurseur de League of Legends. LOL, c'est le titre que je cherchais tout à l'heure quand je t'ai effectivement fait l'énumération. Et moi, je mets quand même tous les jeux de tir en arène, comme Counter-Strike. Comme PU. Alors, il y a ta Counter qui reste. Qui maintient son niveau, mais en qui jeu a été le premier, non? Ouais, Counter, et on avait du Team Fortress aussi, affrontement d'équipe bleue contre équipe rouge sur le moteur Valve de très PC ça. Ouais, et ça c'était du pur PC. Et t'as eu sur le jeu en ligne tout ce qui a lancé Call of Duty aussi, c'était se tirer dessus. Ouais. Call of. Et très récemment les Battle Royale. Oui. Le premier PUBG. Ouais, Player Unknown Battleground. D'accord. Qui a été le premier Battle Royale dans un style graphique plus sérieux. Ouais. Et ensuite, il a été écrasé par Fortnite. Petite anecdote, Fortnite à la base n'est pas un Battle Royale. Fortnite est un jeu de survie en coop contre des hordes de zombies. Mais en fait, PUBG s'en sortait bien et ils ont rajouté le mode Battle Royale après. Et c'est ça qui a explosé. Alors, qu'est-ce qui explique tout particulièrement le succès d'Epic et de PUBG? Peut-être son style un cartoon un peu machin, les humiliations de joueurs. Et après, donc ce sont des jeux gratos. Tu y as joué ça, toi? Non. Et moi, je suis passé à côté des Battle Royale. C'est la marque. J'ai joué un tout petit peu au MMO.
Ouais. à Dofus notamment, MMO français que j'aimais bien. Tout à fait. Et je n'ai jamais fait de. J'ai joué un peu à des MOBA type League of Legends. C'est addictif, mais je n'ai pas assez de pugnacité pour devenir très bon à ces jeux-là parce qu'il faut vraiment s'entraîner. Ouais. Il faut vraiment. Là, il y a pas de. Là, c'est des jeux où si tu veux devenir bon, tu joues plus quoi. Tu t'entraînes. Et sur les Battle Royale, non, moi ça fait la partie de mon arrêt en tant que joueur. Et il faut voir que dans ces jeux, il y a aussi une notion de communauté très forte. C'est-à-dire que tu rejoins tes potes. Une équipe. Tu rejoins tes potes dans des salons et vous vous retrouvez sur la map. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moins eu. Moi, je le redécouvre un peu parfois à l'occasion de certains jeux. Mais la notion multi, à moi, était souvent soit du coop, soit de l'affrontement canapé, quoi. C'est assez marrant, quoi. Très bien. J'ai retrouvé ma dernière question et je pense que ça va être une excellente clôture. Ouais. Ça va être une excellente clôture à l'épisode. La dernière fois qu'on s'est vu à Paris, on a joué ensemble à Outer Wild. Outer Wild, Pardon. the best game ever. Qui était selon toi déjà un immense banger et un véritable open world. L'open world au niveau que j'avais la PS1, c'était absolument inconcevable. Inconcevable, ouais. Ok. Est-ce que, à part l'open world, est-ce que tu aurais d'autres sujets sur lesquels tu... tu veux dire des concepts qui ont éclaté. Ouais, tout à fait. Des concepts qui ont émergé, éclaté et qui disruptent le monde du jeu vidéo. Ouais, je pense qu'il y a quelques tendances qui ont marqué le jeu vidéo ces 15 dernières années. Et en fait, on en a déjà parlé. T'as l'open world en tant que tel, qui, je dois le dire, a été ancré par Ubisoft. Mais Ubisoft, on rappelle les lapins crétins. Ouais, et qui a été sublimé, je pense, par. On rappelle Rayman, hein, c'est ça Rayman et Lapin Crétin, et derrière ils ont fait Assassin's Creed. Et voilà. L'open world qui a été sublimé, je pense, par le Zelda, et tu pourrais y jouer. Donc ça, le concept d'open world. Il y a des concepts qui la carriérisation et la RPGisation de tous les jeux. C'est-à-dire que dans tous les jeux maintenant, dans ta campagne, tu gagnes des points de quelque chose. Quand c'est un jeu un peu geek, c'est des points d'expérience. Mais dans GTA, tu gagnes de la thune. En fait, avant, les jeux, tu avais quelque chose d'assez... le gameplay, tu n'avais pas une notion de progressivité de ton personnage très forte, tu vois. Maintenant, c'est un indispensable. Que ce soit un jeu de caisse, un jeu de mafieux, tu apprends des compétences. Au début, tu es nul et tu évolues. Et ça, c'est un truc que c'était ça qui était très addictif dans les jeux, dans Final Fantasy, qu'on l'a découvert, parce que c'est ton héros qui progresse tout au long de ton aventure. Ça a été quelque chose qui a été digéré et réparti dans toute l'industrie. Même dans un jeu de golf, en fait, tu progresses et tu deviens de plus en plus efficace ou puissant. Et donc ça, la RPGisation de tous les jeux d'action, tout ça, ça a été quelque chose de croissant pendant le... voilà, t'as ça. T'as... qu'est-ce qui a marqué ? T'as sur tout ce qui est parti online, le matchmaking. La capacité de genre, t'as un jeu service, souvent il est gratuit. Tu l'installes, tu cliques sur jouer et t'as pas besoin d'avoir tes potes. Alors après, tu joues avec tes potes, mais d'abord, pour tester, t'as pas besoin d'avoir tes potes. Tu penses à quoi là quand tu dis ça ? League of Legends. Okay. League of Legends, la grande force de League of Legends, c'est que ça a été, tu l'installes, tu dis je veux jouer, on te trouve une équipe, on te met dedans, on te trouve une équipe adverse, on te balance. Et tout ça, ça a duré 1 minute. Tu y as joué toi, League of Legends ? Ouais, j'y ai joué à sa sortie. Et donc t'as ça. Et enfin, je dirais le dernier tournant dans lequel moi j'étais très Yankee d'ailleurs, et que c'est après donc 2000 que je dise pas de conneries, 2007-2008 la PS3, les jeux next-gen. C'est-à-dire des jeux grand spectacle, dans des Uncharted, des God of War, des qu'est-ce qu'il y a comme poncif absolu, des Assassin's Creed aussi, donc des beaux graphismes, voilà, des choses comme ça. Et on t'a sorti à un moment, il y a eu un retour de la difficulté dans les jeux, parce que ces jeux n'étaient pas difficiles. Quand tu meurs, on te remet 3 minutes avant, tu vois. Ce qu'on a appelé les roguelikes. Alors roguelike, c'est encore autre chose. Non, mais ça a été les Souls-like. L'arrivée, d'ailleurs, c'est devenu un genre. L'arrivée de From Software et d'un jeu comme Demon's Souls, qui a dit voilà, tu joues, les ennemis sont forts, t'as pas le droit de faire des conneries. Si tu meurs, tu reviens au point, à un point spécifique, et t'as perdu ce que t'avais gagné. Donc tu dois aller le rechercher. Je te jure que quand je jouais à ça, moi, je sais pas en quelle année, en 2010, je dis tu perdais la notion du temps. What the fucking fuck is that shit, quoi. On m'avait pas puni
dans un jeu pour avoir été. Mais le jeu était dur, mais pas injuste. Ah ouais, ok. Et là, on a eu un retour en force de la difficulté, à la fois dans ce type de jeu-là et dans des jeux même de plateforme très exigeants. Où Ouais, ça tout à fait, ouais. avait même la notion. Et maintenant, on soulève un peu tout. Mm. C'est-à-dire, dès qu'un jeu est un peu dur et que si tu perds, tu reviens à un point d'avant et tout. Et ça a remis de l'intérêt, hein, parce qu'au bout d'un moment, tous les jeux, c'était des espèces de films. Interactifs où en fait que tu ponçais et que Tout à fait, oui. et ça le retour de la difficulté. Ce genre-là, tu dis qu'il s'appelle comment, le Souls En fait, vraiment en référence au premier jeu pas au premier jeu, désolé, parce que le studio faisait des jeux avant qui n'étaient pas connus, notamment les Armored Core. Tu te souviens de Armored Core? C'était des jeux de baston de mecha. Mais en tout cas, le jeu qui a fait exploser le studio, c'est Demon's Souls et après Dark Souls. Okay. Et leur dernier en date, c'est Elden Ring. Enfin non, c'est pas vrai. D'accord, oui, ça c'est un banger. Et Elden Ring qui croise l'open world et le Souls-like. Donc écoute. D'accord. Voilà. Et merci beaucoup pour ces réponses extrêmement précises et documentées et organisées. Alors tous les vrais fans de jeux vidéo, les experts me riront au nez. Et il y a une série de jeux dont on n'a pas parlé qui est la porosité entre vie réelle et vie animée, telles que peuvent être les Sims, Second Life, etc. Et tout ce qui nous a amené vers le métaverse. Mais bon, c'était un sujet qui est quasiment au-delà de ce qu'on a pu se dire maintenant. Merci beaucoup, Charlie Charlot. J'ai mes petites recos peut-être de fin d'épisode ou pas? Ah bah si t'en as. Bien sûr. Alors, je vais avoir 2 recos. Une première, je sais pas si je l'ai déjà faite, mais en tout cas, dans le jeu vidéo, un ovni du jeu vidéo de ces 5 dernières années, Outer Wild, on en a parlé tout à l'heure. C'est une pépite absolue, un jeu dans un open world qui est en fait un petit système solaire complètement maîtrisé. C'est-à-dire que tout est designé à la main, rien n'est mis là au hasard. Une énigme systémique, une belle histoire, un ode à l'exploration spatiale et au courage. Vraiment, c'est un jeu parfait pour moi. Peut-être un peu dur d'accès, il te prend pas trop par la main. Il faut il faut y passer un peu de temps. Mais c'est vraiment excellent. Et donc pour la deuxième, je recommanderais en priorité un YouTuber qui fait des vidéos passionnantes sur le jeu vidéo, qui s'appelle The Great Review. The Great Review, ça s'écrit comme ça se prononce en anglais évidemment. La Grande Revue. D'ailleurs, je crois qu'il a sa chaîne secondaire qui s'appelle La Grande Revue. Et The Great Review, il fait des reportages passionnants qui peuvent passionner des gens qui ne sont pas dans le jeu vidéo. Et j'en ai 3 en tête. Il en a un. Il fait une vidéo qui spoil complètement Outer Wild pour les gens qui n'y joueraient jamais. Et je conseille absolument à ceux qui ne veulent pas y jouer, qui décident définitivement de ne pas y jouer, de regarder cette vidéo. Je mets au défi des gens d'arriver à déscotcher de cette vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais que tu la regardes. Ouais, très bien. Et il a par exemple une vidéo passionnante sur l'univers de Call of Duty. Qu'est-ce que Call of Duty? Comment ça a détrôné pourquoi c'est devenu le jeu de tir numéro 1 sur tout console confondu, avec des analyses économiques et de placement de produits vraiment intéressantes, et aussi toute l'arnaque qu'il y a eu derrière. Et il y a un autre youtubeur, là c'est plus pour ceux qui aiment les jeux vidéo déjà, sinon c'est pas la peine. Il y a un youtubeur que j'adore, donc j'adore je suis pas toujours 100% d'accord avec lui, mais c'est un des rares testeurs encore indépendants qui donne des avis intéressants. Pour moi, il s'appelle Exerve. D'ailleurs, il est aussi dans un podcast. Il y a un podcast fait par Exerve et ses confrères qui s'appelle Fin du Game, qui est très intéressant. Voilà, excusez-moi pour ce décrochage d'oreille. Voilà. Donc, Auditeurs, auditrices, on vous remercie pour votre attention. On vous souhaite une excellente. Un peu spécial, un peu trop spécialiste. Pardon à toutes celles qui. Ce que ça n'intéressera pas. Mais je pense qu'ils auront quitté l'épisode bien avant pour en écouter un autre, évidemment, d'entre potes. Puisqu'on revient la semaine prochaine pour un interpote spécial pour vous. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Bisous.